Et salut à toi et bienvenue dans cette brève de confinement. Aujourd'hui on va te parler des jeux sortis. Alors on va te parler principalement de Camarilla pour la V5 de Vampire. Je vais te parler également de la sortie d'un jeu de rôle indépendant qui s'appelle Apprenti Sorcier, dont je t'avais déjà parlé il y a un certain moment avec la question de son crowdfunding. Et Mehdi te parlera ensuite de Rouge Delaware. Eh bien je pense que c'est pas le moment de te prendre un peu plus la jambe, hein. C'est parti, jingle. Faisons dans la viande crue et sanglante avec le supplément Camarilla pour Vampire V5, qui est édité en VF par Arcane Asylum Publishing, qui est distribué par Novalis et donc trouvable assez facilement en boutique spécialisée au prix de 40 €. Première chose avant de passer au vif du sujet, il faut savoir que la majorité des informations présentes dans cet ouvrage sont présentées du point de vue de différents PNJ, membres de la secte qu'est la Camarilla. Donc, il y a des points de vue subjectifs qui se contredisent souvent entre eux. Donc je te conseillerais de lire cet ouvrage doucement, en n'hésitant pas à prendre des notes, sans quoi ça risque d'être un peu le bazar. Globalement, on peut dire que l'ouvrage va apporter deux sortes d'informations. Tu as des informations d'un côté structurel sur la Camarilla, de l'autre côté tu vas avoir des informations plus générales comme les différentes religions, les différentes philosophies autour du mouvement vues par telle personne ou tel groupe, et les différents points de vue politiques également. Du côté des informations structurelles, sur comment marche la Camarilla, ça va vraiment t'aider à comprendre et à mettre en jeu cette secte dans tes parties de vampires. On te présente l'organisation globale, puis l'organisation locale. C'est relativement simple. En global, donc à l'échelle du monde, il y a ce qu'on appelle le cercle intérieur. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas combien il y a de vampires. En tout cas, c'est la direction de la Camarilla. En dessous, il y a ce qu'on appelle les justicars. Le justicar dirige son clan, simplement, et désigne des archontes. Les archontes appliquent la justice au nom du justicar sur les territoires plus locaux. D'ailleurs, en local, on parle très souvent des princes, qui sont les personnes qui dirigent une ville, et en interne, c'est aussi organisé de façon pyramidale. Il y a beaucoup de variations d'une ville à une autre. Aussi là, il te détaille pas clairement comment c'est organisé, mais l'ouvrage va quand même t'énumérer les différentes fonctions qu'on retrouve très souvent, comme le sénéchal, le shérif ou les harpies. On t'explique aussi comment un nouveau clan est entré dans la Camarilla, les Banu Hakim, qui est le nouveau nom donné aux Assamites. Ils ont eu un petit problème avec leur antédiluvien qui s'est réveillé et qui réclame de bouffer tout le monde. Certains se sont dit que c'était plutôt pas mal de se barrer de là et de rejoindre la Camarilla. Donc là, t'as un précis de règles exactement comme pour les autres clans dans le bouquin de base, qui va te permettre d'intégrer ce clan à tes chroniques et de permettre à tes PJ d'en jouer. D'ailleurs, c'est un clan qui fait très bien le pont entre la Camarilla et son pendant occidental, les Ashira, qui scelle d'ailleurs une alliance, comme cela est détaillé dans le livre. Le bouquin évoque l'Inquisition du point de vue de la Camarilla néanmoins, donc on va avoir ces émanations locales, donc le fer de lance semble être la société de Saint-Léopold, dirigée par le Vatican, mais sans le concours des services de renseignement britanniques, américains, français, et des forces d'intervention un peu punchy qu'on peut trouver au Brésil, les choses ne seraient pas à ce niveau-là. Ça forme un groupe très puissant, très hétéroclite, mais avec des compétences très complémentaires. Et le fait que certains membres de la Camarilla aient utilisé l'Inquisition pour taper sur des anarches en donnant des informations, et inversement, fait que ça a été plutôt facile d'arriver à la chute de Londres et à l'incident de Prague qui a mis à bas l'organisation du clan Tréméré. De l'autre côté, sur les informations plus générales, on va avoir des choses relativement utiles pour savoir qu'est-ce qu'il en est de la question de la religion au sein de la secte. Mais il y a aussi un aperçu décrit par des PNJ de chaque ville importante de la Camarilla, ainsi que de la place et du rôle de chacun des clans de la Camarilla au sein de la secte. Alors, je ne vais pas pouvoir tout te détailler sur ce point-là, parce que c'est très riche, donc très généreux, l'ouvrage te présente vraiment beaucoup de choses, mais globalement, on peut retenir plusieurs choses. Tout d'abord, la Camarilla s'est repliée sur elle-même. Les anarches ont encore une fois foutu la merde, de son point de vue, l'Inquisition frappe fort à cause de ce mouvement. Les Broujas et les Gangrels ont quitté la Camarilla, bien très bien qu'ils restent en dehors. Mais de l'autre côté, il y a un sacré bordel avec l'appel que subissent les anciens. Beaucoup d'anciens, parmi ceux qui sont encore
non-vivants ont senti le besoin d'aller au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, ça tombe très bien puisque le sabbat s'est intégralement réfugié vers là-bas en quittant ses possessions en Occident. Donc, comme il y a beaucoup d'anciens qui sont soit morts, soit partis, ça ajoute beaucoup d'opportunités, et les jeunes vampires vont pouvoir connaître une ascension un peu plus rapide au sein de la Camarilla. Pour finir avec quelques petites critiques sur l'ouvrage. Tout d'abord, l'ouvrage est très bien foutu. La maquette est aérée, mais elle n'est pas simpliste non plus. Pourtant, je l'ai lu en PDF et je suis plutôt lent quand je fais ça parce que ça a tendance à me faire mal aux yeux, mais là, ça passait plutôt facilement. Les encarts se révèlent très utiles, et notamment ceux qui présentent la Nouvelle Inquisition et leurs avis sur tel clan et tel clan. C'est assez sympa de voir ce côté-là de l'intrigue. Il y a l'apport en information donné par le livre. Il y en a partout, il y en a plein, ça va permettre d'alimenter tes parties pendant des dizaines et des dizaines de séances. Par contre, il y en a tellement que ça peut faire un peu tourner la tête, malgré qu'il ne fasse que 200 pages. S'il y a un passage que tu ne dois pas rater dans cet ouvrage, c'est le chapitre « La guerre de la Guéhenne ». C'est une nouvelle d'une dizaine de pages qui va retracer les tribulations d'un vampire camariste sur les champs de bataille où se battent Camarilla et Sabbat, et où on voit le fonctionnement de la nouvelle alliance entre la Camarilla et les Ashira. En plus d'être très agréable, ça va se révéler très utile, c'est peut-être la ressource la plus utile pour comprendre cette guerre sainte, cette espèce de croisade un peu bizarre du côté vampire de la Camarilla. En revanche, il y a plusieurs petits pépins. Tout d'abord, il y a ces illustrations en noir et blanc. C'est celles qui présentent 8 vampires à la fin de chaque description de clan. Je les trouve trop semblables, vraiment trop clichés. Et pourtant, les photos en couleur qui parcourent l'ouvrage utilisent aussi les clichés des vampires, mais l'utilisent de manière un peu plus fine et beaucoup plus qualitative. L'aspect monde de la mode dans les visuels de vampires apporte un gros plus au jeu. Mais là, ces visuels en noir et blanc qui sont aussi présents dans le bouquin de base, mais en couleur, c'est juste nettement moins beau en termes de qualité. On a suffisamment de détails dans les descriptions et dans les photos pour se passer de ça, que je trouve pas très élégant. Ensuite, il y a le fait que le texte n'est pas très accessible. Quoi qu'en dise la note d'intention en début d'ouvrage, qui dit être le plus accessible possible aux débutants et débutantes, eh bien ça n'est pas le cas. Mon vampire est rouillé, mais j'ai des notions, donc j'ai pu m'en sortir assez facilement en lisant le bouquin. En revanche, si t'avais jamais connu Vampire avant la V5, eh ben ça va être un peu plus compliqué. Ça aurait été un peu plus sympa d'avoir un ton un peu plus neutre dans plus d'endroits de l'ouvrage, histoire de nous aider à prendre en main les choses. Donc vas-y doucement, prends ton temps, et surtout prends des notes, histoire de structurer tes interrogations. Bref, j'ai bien envie de voir comment ça va se passer du côté des anarques. Je pense que ça va être le bazar, au vu de la désorganisation latente de ce mouvement, mais en tout cas, Camarilla se révèle, malgré ses petits pépins, très qualitatif. Et aujourd'hui, dans les jeux qui sortent, je vais te parler d'un jeu indépendant qui est édité chez Posidonia Éditions, c'est Apprenti Sorcier. Alors si tu as toujours rêvé de vivre dans un univers totalement décomplexé, un peu à la Terry Pratchett, avec un humour potache à la Monty Python, je pense que Apprenti Sorcier, ça va te plaire. D'ailleurs, je t'invite à aller voir l'interview qu'on a fait de l'autrice de Apprenti Sorcier, qui est super intéressante et qui nous explique justement comment elle a créé cet univers-là. Alors qu'est-ce que c'est Apprenti Sorcier? Je t'en avais parlé dans une des brèves précédentes. Tu vas jouer le rôle d'un apprenti sorcier. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'univers a été détruit justement par un cataclysme magique, et des petits îlots volent dans l'espace. Et toi, tu dois réussir à régler un peu les problèmes qui se basent dans ces différents îlots. Bien entendu, la magie va être à l'œuvre, et même en tant qu'apprenti sorcier, tu vas avoir la capacité de lancer les sorts que tu veux. Et vraiment, le jeu de rôle insiste là-dessus, tu crées les sorts que tu veux, tant que ça reste cohérent avec l'univers d'Heroic Fantasy qui est proposé par Apprenti Sorcier. La seule limite, ce sera le seuil de difficulté qui va être imposé par le maître de jeu. Un seuil de difficulté qui va aller de 1 à 12, en sachant que tu vas lancer un dé 9. Et oui, un dé 9, pas un dé 10. Parce que dans Apprenti Sorcier, ton D10, lorsque tu fais 0, c'est un échec critique. C'est le mauvais œil qui tombe sur toi, et attention à la catastrophe. Tu vas me dire, mais comment c'est possible de réussir à faire 12 alors? Parce qu'il y a un deuxième élément qui est hyper important dans le jeu de rôle Apprenti Sorcier, c'est l'acting. C'est un jeu où tu vas te défoncer à table, tu vas être à fond, tu vas hurler, tu vas crier des incantations, et en fonction de la qualité de ton jeu d'acteur, le maître de jeu pourra te donner un bonus de +1 ou +2 à ton résultat de dé pour réussir à faire ton sort. Alors bien entendu, ça ne repose pas uniquement sur ça, il va y avoir une flopée de races qui vont être disponibles, des races qui sont assez originales. Par exemple, vous pouvez jouer une sorte de cyclope
qui lévite un peu dans les airs. Enfin, ça a l'air assez étrange, mais c'est juste régalant comme bestiole. Alors attention, les illustrations collent parfaitement à l'univers de jeu, mais elles peuvent agresser les yeux si jamais vous êtes habitué à des illustrations, comme je le disais, à la Warhammer ou des illustrations à la Wizard of the Coast. Ça reste un jeu indépendant. Les illustrations sont quand même vachement qualitatives pour du jeu indépendant, elles correspondent à l'univers, mais ne t'attends pas non plus à des illustrations à la Omar Ryan, d'accord ? Je rajouterai un autre élément qui est hyper positif pour Apprenti Sorcier, c'est sa galerie de personnages. Dans la deuxième moitié du livre, tu vas avoir une quantité astronomique de personnages non-joueurs que ton maître de jeu pourra incarner et te faire rencontrer. Et vraiment, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce qu'ils ont tous des personnalités totalement délirantes. Il y en a un par exemple qui est déguisé en licorne, c'est un truc de fou. Et ça va vraiment vous permettre de vivre une aventure littéralement hors du commun. Dernier point, cet univers semble être un peu un univers dans une goutte d'eau et à la fois c'est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'on dirait un univers en vase clos parce que vous allez vivre, vous allez évoluer dans différents petits îlots, mais à la fois tous ces îlots sont réunis dans un univers beaucoup plus vaste que vous allez pouvoir explorer. Donc gardez vraiment à l'esprit que ce n'est pas uniquement un jeu pour du one-shot, hein. Vous allez vraiment pouvoir créer des campagnes, mais des campagnes décomplexées autour d'une sorte de narration. Les règles sont là, elles sont présentes, mais ce n'est pas finalement ce qui est le plus important dans le plaisir de jeu que nous propose de faire Apprenti Sorcier. Alors petit point, hein, le livre est quand même assez mastoc, hein, il est plutôt bien, c'est un format cependant assez petit, et pour des éditions indépendantes, je trouve qu'il est vraiment qualitatif, hein. C'est du vernis sélectif, c'est du hardback, on a même les petits signés, et à l'intérieur, même si on n'a pas les images qui sont en couleur, on a certaines images en couleur, mais surtout du sépia et du noir et blanc, mais c'est assez classe. La maquette est vraiment propre, vraiment, je vous invite à vous plonger là-dedans. Petit point négatif, je trouve que 40 € c'est un peu cher pour un livre comme ça, mais après ça reste du jeu de rôle indépendant, donc il faut les soutenir, et en plus c'est de la créa française, donc foncez, ça m'a l'air assez cool. On reste dans les tons de rouge avec Rouge de Lauer, qui est un supplément cadre de jeu et cadre de campagne pour Cthulhuac, édité par les 12 singes, qui est d'ailleurs trouvable assez facilement en boutique spécialisée, car distribué lui aussi par Novalis, comme Arcane Asylum et Edge, au prix de 29 €. Le supplément prend place en 2025 à Philadelphie et Camden. Philadelphie est devenue East Vegas, c'est son surnom car il y a plein de casinos, mais aussi plein de criminalité, mais feutrée, hein, on cache ça derrière le rideau. De l'autre côté, Camden, elle est camée jusqu'à l'os. C'est une ville où là, il y a des gangs un peu à l'ancienne, hein, avec des gangs de bikers, des gangs comme les Bloods ou les Crips, etc. Il y a quelques années, en plein milieu de Philadelphie, il y a une bombe sale qui a éclaté. Fort heureusement, dans les quartiers pauvres. Ça a permis de faire un mur qui contient les radiations, à peu près autant que la frontière française a retenu les radiations venant de Tchernobyl dans les années 80. Et ça a mis en avant un problème, du moins du point de vue des autorités fédérales et locales. Il y a eu un manque de communication entre les forces de police de Camden et de Philadelphie. Il a donc été décidé de créer le service des liaisons, donc c'est dans ce service que vont jouer les PJ. Eh bien c'est un service de police qui fait le lien entre les deux, donc il travaille sur des affaires qui concernent les deux municipalités. C'est un boulot de merde, c'est un boulot que personne ne veut, et en plus, à Camden comme à Philadelphie, on te crache à la gueule parce que tu appartiens à cette force. Et on va se retrouver sur des affaires étranges, vraiment cheloues, qui concernent la partie surnaturelle du cadre, donc très cthulhien, très Lovecraftien. Du côté de Philadelphie, le crime organisé, eh bien, c'est structuré de manière assez étrange, mais assez nette. Il n'y a pas de gangsta dans les rues, on les a chassés soit en les tuant, soit en les jetant à Camden. Ici, c'est les mafias italiennes, chinoises, géorgiennes et irlandaises qui dirigent, depuis des façades légales, le crime organisé de la ville. Ils ont été structurés comme ça par la noblesse, qui est un groupe secret, dont on ne connaît pas les membres, qui dirige en vérité la ville depuis l'ombre. Du côté de Camden, c'est totalement l'inverse, hein. Y a des gangs qui maîtrisent carrément des quartiers, et au sein duquel la police ne rentre pas. Et il y a une drogue qui parcourt les rues de Camden et qui commence à faire de même à Philadelphie, c'est celle qu'on appelle le sang des guédés. Elle est fabriquée en vérité par des ghouls qui vivent en dessous de la ville. Il y en a sous Camden et sous Philadelphie, sachant qu'elles ont deux organisations bien distinctes et que d'un côté ou de l'autre du fleuve, elles se détestent. Alors je passe à la critique de cet ouvrage avec ses points forts. Tout d'abord, le cadre de jeu est super cool. Ça pourrait vraiment être une série policière avec un petit côté anticipation, parce que la technologie a légèrement avancé, mais elle est suffisamment proche de nous pour qu'on puisse très bien le recadrer en 2020 si on veut. Alors il y a du surnaturel, certes, mais si jamais tu veux le dissocier
du reste du contenu, c'est assez facile. Le thème important, c'est simplement que quelque chose ne va pas bien. Donc ça peut être les autorités de la vie, de la corruption latente, c'est pas forcément que d'origine surnaturelle, l'être humain sait très bien faire ce genre de choses aussi. Les deux scénarios qui sont présents dans l'ouvrage sont très cool. Alors le premier est un poil dirigiste, certes, mais il est très bien pour entrer en douceur dans l'univers de Rouge Delaware. Et t'as les cadres de scénario en fin d'ouvrage qui sont très très qualitatifs aussi. Et la façon dont on t'introduit l'univers via un sergent raciste, homophobe, xénophobe, enfin tout ce que tu veux, il dispose de toutes les tares du monde, te donne vraiment l'impression d'avoir la tête dans la merde, en fait, en lisant l'univers et en te disant « mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ?» Et je trouve que la façon qui est utilisée pour visualiser les PNJ est plutôt cool, parce que les visuels sont à base de photos, qui sont jaunies, vieillies, enfin il y a des traces sur les photos, des traces de café ou des traces de pliure ou d'usure, ça rajoute à l'ambiance un peu putride et dégueulasse qui se dégage des textes du livre. Côté maquette et facilité de lecture, c'est pas extraordinaire, mais c'est efficace. Les encadrés sont bien utilisés, ça t'apporte pas mal d'informations. C'est assez facile à lire, hein. Le bouquin est clair, la façon d'écrire est claire aussi, excepté la couleur rouge sang sur le contour de la page. C'est pas très très élégant, je trouve que ça charge un peu. Le reste a un aspect un peu vieilli, un peu terni, qui ambiance bien, et puis là, je trouve que ça jure un peu trop. Et en plus, ça me rappelle un peu la maquette de Z-Corps, en beaucoup plus organisée, hein, bien entendu, parce que la maquette de Z-Corps, ça n'allait pas. Donc, un excellent ouvrage qui peut être très utile si tu cherches des histoires de flics à rajouter à ton jeu. Donc si tu joues à Cthulhuac, c'est cool, mais si tu as d'autres jeux que tu affectionnes, ça peut être une très bonne source d'inspiration ou un très bon matos, clé en main en termes de scénario et d'univers. Une bonne lecture plutôt facile à lire et rapide, et à utiliser assez rapidement en cette période où on a pas mal besoin de jouer en ligne. Et voilà, cette vidéo de bref sur les jeux qui sont sortis est terminée. Je te souhaite une bonne soirée, un bon repas si tu es à table, ou même simplement un bon réveil si tu nous regardes dès le matin avec un petit café. Pense à l'épisode de Biscotte, c'est trop bien Biscotte. Mon Dieu, je suis tellement corporate. J'espère que toutes ces informations t'auront intéressé, t'auront plu et que tu seras curieux d'aller voir un peu les jeux qui sont sortis. En attendant, si tu veux intervenir sur notre chaîne YouTube, n'hésite pas à écrire des commentaires, mais également à communiquer avec nous sur Facebook, Twitter et Instagram. On est assez actifs. À très bientôt.